Bienvenue à toutes et à tous sur Horrats, l'émission féministe de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes, de leurs ressentis, de leurs failles, du conditionnement culturel et social qui est souvent imposé par la famille et surtout par l'environnement. Je reçois aujourd'hui pour en parler Yasmine Chami, anthropologue, enseignante et écrivaine. Elle a publié 4 romans, dont le 4e, le dernier, vient de sortir en janvier 2022. On aura l'occasion d'en parler dans sa chaire. Yasmine Chami, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter l'invitation de Horrats. Merci à vous de m'avoir invité. C'est normal. Alors, vous avez un parcours impressionnant. Vous avez fait Normal Sup, vous êtes agrégé en philosophie, vous êtes anthropologue. Vous avez écrit votre premier roman Cérémonie en 98, puis vous avez dirigé la Villa des Arts. Oui, à Casablanca. Vous avez monté ensuite une maison de production. Oui. Pendant 10 ans. Oui, c'était une belle expérience. Oui, et là, vous êtes redevenue écrivaine et enseignante. Je reviens à mes premières amours. Et alors, c'est quoi le fil conducteur de tout ce parcours ? Je crois que c'est le désir de contribuer d'une manière ou d'une autre à porter un regard qui ouvre des perspectives sur notre société, en fait. Je crois que c'est ça le fil conducteur. De toutes les manières que ce soit, c'est contribuer à créer un monde vivable pour tous, en fait. Soit en permettant aux artistes d'exister. Ils ont un regard innovant sur le monde. Ils proposent de nouvelles perspectives. Et à la Villa des Arts, je me suis vraiment attachée à les mettre en valeur. À travers l'expérience audiovisuelle, ça a été vraiment une expérience de terrain très forte, assez proche de l'anthropologie d'ailleurs. Justement, oui. vous faisiez quoi ? C'était des sujets sociaux ? Que des sujets de société en fait. Il y avait plusieurs émissions, Sarwa Haroul qui était une hebdomadaire, qui était diffusée tous les vendredis soirs en prime time. À la télévision marocaine, télévision publique, et puis l'Ard, émission qui concernait le monde rural, puis ensuite il y a eu le Mouhaqiqo, une émission d'investigation, An Qourb, c'était vraiment des médias d'investigation, c'était vraiment des émissions engagées où j'avais à cœur de donner la parole à la fois aux citoyens marocains, dans toute leur diversité, mais aussi à la société civile. D'accord. C'est quand même des années d'ouverture. C'était les belles années. Oui, c'était les belles années. Les années 2000, c'est ça ? Oui, c'était entre 2003 et oui, ça sert jusqu'à l'arrivée du PJD au pouvoir. Oui. Voilà, je dis pour ça, je ne dis rien. Pour dire les choses clairement. Alors aujourd'hui, vous venez de publier votre 4e roman, Dans sa chair. Aux éditions Actes Sud, oui. Oui, aux éditions Actes Sud. Donc voilà, c'est en fait, c'est la suite, c'est le miroir inversé de Médée Chérie. Oui. Qui a été aussi publié chez Actes Sud. Oui. Mais en 2019. Voilà, exactement. Et donc, en fait, racontez-nous un petit peu cette histoire. Donc, Médée Chérie, qui est une femme qui a été victime d'un abandon assez brutal, puisqu'elle a été abandonnée par son mari Ismaël, dans un aéroport, c'est-à-dire au moment où ils partaient ensemble en voyage. Oui. Et... En fait, Médée est partie de l'idée de réécrire, c'est prétentieux, en tout cas de donner une autre forme au mythe grec. De la terrible Médée qui est en fait abandonnée par Jason, tue ses enfants pour se venger en fait de cet abandon. Et ma Médée est une anti-Médée évidemment. D'accord. Et donc elle s'appelle Nour Médée et elle est sculpteur. Elle est d'origine tangéroise avec une ascendance grecque. Donc une référence lointaine en tout cas au monde d'Euripide. Et puis oui effectivement, elle est abandonnée par son mari. Ils ont 3 enfants. Elle a la cinquantaine, lui approche la soixantaine. C'est une longue histoire de 30 ans. C'est pas la crise de la quarantaine, non, c'est pas la crise de la quarantaine du tout. Et donc, elle est un sculpteur reconnu, célébré d'ailleurs même. Elle est extrêmement discrète. C'est une femme discrète. C'est une femme d'une très grande élégance, à la fois morale et à la fois physique d'ailleurs. Et qui aime profondément son mari et ses enfants, qui est une épouse assez dévouée. Elle a épousé un neurochirurgien et donc il est devenu petit à petit un des neurochirurgiens les plus en vue de son pays. Et il l'abandonne sans aucune explication dans un aéroport international. Et là, elle se retrouve face à elle-même. En fait, elle est dévastée. En fait, c'est un livre sur la perte. Vous vous mettez dans la peau d'Ismaël. Voilà. Dans la suite, en fait, dans sa chair. Voilà, c'est un diptyque en réalité. Il a été conçu dès le départ comme tel. Oui, effectivement. Pourquoi ce besoin de se mettre dans la peau d'un homme ?
Écoutez, Pour dire que la souffrance est universelle aussi, non? Oui, oui, parce qu'en fait, bon, d'abord, quand j'étais jeune, vous savez, j'étais en classe préparatoire au lycée Louis-Grand et on nous avait donné à traduire la Médée d'Euripide. J'étais assez affolée parce que c'était en grec et ancien et j'avais trouvé ce texte extrêmement dur et il m'a beaucoup marqué. C'est le monologue au cours duquel Médée délibère en se demandant si oui ou non elle tuera ses enfants. D'accord. Donc elle évoque la douleur de la perte la plus terrible qu'on puisse éprouver dans une vie. Et face à ça, il y a la douleur, la colère qui est une passion terrible, dévastatrice, et qui peut, comme toutes les passions, conduire l'être humain à sa perte, puisque la passion chez les Grecs, c'est l'hubris. L'hubris, c'est la démesure. D'accord. Et donc, ça m'avait intéressé d'explorer ça. Et de l'autre côté, en fait, dans le mythe, on ne sait pas. Jason, c'est un personnage qui est finalement assez lâche. Oui, mais on ressent cette lâcheté aussi chez Ismaël. Alors, oui, il y a une lâcheté et... Parce qu'aller à l'aéroport et ne rien dire à sa femme et de partir... C'est terrible. Oui, c'est terrible. Comment peut-on qualifier cet acte? C'est lâche. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté au premier plan. Et ensuite... Pourtant, il est neurochirurgien, c'est quelqu'un d'éduqué apparemment. Donc, Il est neurochirurgien, il a une histoire personnelle et familiale qui est complexe, puisque alors justement, son père a disparu pendant les années de plomb, c'était un intellectuel, un universitaire, et il se retrouve seul avec sa mère, ses sœurs et un frère autiste. Et il devient très jeune, adolescent, une sorte de chef de famille en fait. Donc il a porté la responsabilité. Voilà, il devient l'homme que son père voulait qu'il soit, il devient l'homme que sa mère veut qu'il soit et dont elle a besoin aussi. Il devient l'époux loyal et aimant. Donc il choisit pas de finalement. Médée. Voilà, il y a aucun. En fait, il est quelque part imprégné des attentes et des désirs des autres. C'est un homme bon au fond. C'est un homme qui a. Oui, on s'attache à lui. Oui, c'est un homme qui a du cœur. C'est un homme qui est sensible. C'est un homme qui est très dévoué dans son métier, qui est un chirurgien de pointe aussi, qui est un très grand chirurgien, qui a une vraie passion pour l'hôpital public. Et qui surmonte en fait la colère suscitée par la mort de son père, qui continue d'aimer son pays, d'aimer sa famille, de vouloir construire sur cette terre qui quand même lui a ravi une partie importante de sa vie. Mais on a le sentiment, en fait, en lisant dans sa chair, qu'il vit très mal finalement la résurrection de sa femme. Il ne supporte pas finalement qu'elle se relève, qu'elle continue sa vie sans lui. Bien sûr, en fait, c'est parce que il est comme tous les hommes de sa génération. C'est un peu cruel ce que je vais dire, mais en fait, il a sous-estimé sa femme. En fait, il a imaginé son départ en organisant intérieurement, dans sa tête, tout seul, la vie à venir de Médée. D'accord. Pour lui, il allait s'occuper d'elle, elle allait vivre dans cette maison et rester un pilier de famille. Et puis lui irait vivre avec son jeune amour, cette nouvelle vie qu'il augurait. Et il n'a jamais envisagé le fait que Médée puisse sortir des sentiers battus et considérer que finalement, non, elle n'avait pas envie de vivre dans cette maison-là, elle allait retourner vivre ailleurs, à Tanger, elle a rencontré un homme, elle a retrouvé un homme qu'elle avait connu dans sa jeunesse, et un sculpteur comme elle, et étranger, espagnol, Juan. Et en fait, elle se met à mener une vie cosmopolite, tout à fait en dehors des sentiers battus. Elle existe en fait. Elle existe, et lui, à mesure qu'elle existe, lui se défait. Donc, il y a là quelque chose, il est ébranlé, parce qu'en fait, il perd tout. Il perd pas, puisqu'il a choisi. Oui, mais il perd, c'est lui qui perd. Le paradoxe, c'est que c'est elle qui est abandonnée, et c'est lui qui perd. D'un nouvel amour dans la vie d'un homme, à cet âge-là, c'est un événement majeur. Parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le dernier rugissement du lion. Mais un petit peu. Et puis, ça peut être aussi... Ismaël, il vit quand même une passion avec Mariama. Elle est un peu son double, elle est neurochirurgien comme lui, elle est beaucoup plus jeune, elle est brillante, elle est très brillante, elle vient de la classe moyenne, alors que Médée vient quand même d'une élite, en fait. Oui, voilà. Tangéroise, très cosmopolite, fortunée. On a l'impression qu'il a toujours un peu ramé, mais oui, et là, tout à coup, il est un peu un Pygmalion, en fait. Il a fait vivre, il a fait. En fait, il joue son rôle d'homme. Il a le sentiment, oui. Tel qu'il est perçu au sein de la société. Il lui semble, oui. Et en réalité, Malim est peut-être beaucoup plus indépendante que Médée.
Oui. C'est une femme d'une autre génération. Donc, elle existe pleinement. Mais alors justement, est-ce qu'on peut dire que les femmes et les hommes n'ont pas évolué de la même façon? Oui, je pense. Je pense qu'il y a un petit train de retard. Et Smaïl incarne un petit peu cette espèce de... En fait, le patriarcat fait du mal aux hommes aussi. Justement, C'est un le peu... patriarcat, voilà. ça fait pas mal qu'aux femmes. Non, ça fait mal aux hommes. Ça les oblige à adopter des attitudes. Ils sont conditionnés par une certaine vision de la virilité, du masculin, de ce qui incombe à un homme. Et finalement, ils ont très peu de place pour se découvrir, pour vivre en fait, hein, pour sentir, pour être sensible, pour pleurer, pour... Mais pourquoi justement ce patriarcat pèse autant? Pourquoi un homme, par exemple, n'a pas le droit d'exprimer ses émotions, de pleurer? Qu'est-ce que la virilité, au fond? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mona Chollet, dans un essai récent, elle a interrogé ces stéréotypes et elle a constaté effectivement, oui, il y a bien sûr ce qu'on a fait aux femmes, hein, qu'on a traité de sorcières quand elles étaient fécondes et puissantes, hein, mais il y a aussi ce que ça fait aux hommes. Ça les enferme en fait dans des cages. Ils sont encagés à l'intérieur d'eux-mêmes et finalement, c'est très difficile pour un homme d'exister dans sa sensibilité, d'exister dans sa vérité intérieure. C'est comme si en fait l'accès à la vérité intérieure n'était pas prioritaire. En fait, leur plus grande peur, c'est de ne pas être des hommes, entre guillemets. C'est la plus grande crainte. C'est d'être perçu comme fragile, Faible. oui, voilà, comme vulnérable, comme hésitant, comme doutant. Hein. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'oscillation intérieure. Alors, nous savons bien, nous les femmes, que au moins la moitié de notre vie est faite d'émotions, d'oscillations intérieures, d'incertitudes, de mouvements de balancier. Parce qu'on a l'habitude, en tant que femme aussi, de gérer les choses un peu à l'horizontale. Oui. Il n'y a pas cette verticalité. C'est ça, c'est la verticalité qui est imposée aux hommes. C'est très compliqué. Mais c'est très compliqué, oui. La hiérarchie, la verticalité. Voilà, la réussite, oui. L'action. Voilà, hein, donc imprimer le monde, pas le recevoir. J'ai envie de dire que les femmes sont autorisées à recevoir le monde. Oui. Hein, et les hommes sont obligés de... Enfin, en tout cas, ils se croient prescrits à concevoir le monde, qui est très prétentieux, mais c'est un fait. On le voit bien d'ailleurs quand on regarde la gestion de la chose politique, hein, ici ou ailleurs. Il y a une espèce de volonté de puissance tout le temps, hein, d'affirmation. Qui correspond finalement à cette notion de virilité. Oui, voilà. En fait, la politique est majoritairement faite par les hommes. Et on voit ce que ça donne. Mais aujourd'hui, on voit un peu partout dans les réseaux sociaux des mouvements justement de la part des jeunes. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Maïché Rojola. Donc il y a des jeunes aussi qui commencent à s'insurger contre ces formes de stéréotypes qui leur sont imposés. Bien sûr, Anema Sektesh, Maïché Rojola, oui, voilà. Il y a ça, bien sûr. Oui. Et la société marocaine, elle bouge. Hein. Elle bouge. Et les jeunes... il y a des jeunes qui prennent conscience de tout ça, des femmes et des hommes, hein, et qui n'ont plus envie de se laisser enfermer dans ces prescriptions externes. Et que faut-il faire justement pour qu'il y ait des relations un peu plus apaisées entre les hommes et les femmes, et notamment chez les jeunes? Parce qu'il y a toujours le regard de la société. La grande difficulté, c'est, j'ai envie de dire, l'ambivalence, en fait, de notre société face à l'émancipation des femmes. Parce qu'en réalité, il y a à la fois une émancipation évidente des femmes marocaines. Hein. Elles ont investi l'espace public, elles s'expriment, elles s'engagent beaucoup. Dans la société civile, on les voit, elles sont même majoritaires, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, en même temps, sur tout ce qui concerne la partie privée, c'est-à-dire l'évolution des mœurs, la sexualité, les usages du corps, etc., il y a quelque chose qui n'est pas encore assumé, parce que d'abord la loi ne libère pas les femmes, vraiment. Hein, donc le corps féminin reste un enjeu et politique, et social, et fantasmatique important. Et je pense que tant que les lois, tant qu'une femme n'aura pas l'usage de son corps en pleine liberté, qu'elle devra se cacher pour vivre une histoire, on ne sera pas sorti de l'auberge. Et puis, ça empêche aussi les hommes d'avancer, parce que même sont pris dans ces stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait... certains disent aussi que c'est peut-être aussi la faute aux femmes. C'est-à-dire que la condition des femmes et cette situation qu'elles vivent, parfois c'est une situation de leur fait à elles,
que les belles-mères vont peut-être reproduire la même chose sur une Il y a un belle-fille. matriarcat, il y a un matriarcat très conservateur. Et on il y l'a a un vu. pouvoir aussi chez les femmes qu'elles ne veulent pas céder. Parce que... Oui, parce qu'il y a des bénéfices secondaires, en fait, à la domination. Elles sont dominées, elles sont victimes d'une domination, mais en même temps, elles en tirent de sérieux bénéfices. Lesquels? Un sentiment de protection, la possibilité de vivre en n'exposant pas leur puissance, mais en manipulant. C'est en ça. fait, hein. La ruse des femmes, c'est ça. Oui, c'est ça. La ruse, c'est quoi? Vous savez, aux lames de gouge, avant d'être guillotinée, elle l'a dénoncé. Elle a dit voilà, oui, moi, je refuse, en fait, hein, que le pouvoir des femmes vienne de la manipulation et qu'elles soient dans le lit des hommes de pouvoir. C'est les vrais puristes, ça. Parce que les femmes ont tendance à ruser. D'ailleurs, on dit aux femmes, il vaut mieux utiliser la ruse que... C'est encore dans les préceptes éducatifs. C'est ça le problème. En fait, il y a cette idée que la domination masculine n'est pas prête de se tarir. Et donc, quelque part, il y a une espèce... Alors là, la nouvelle génération de femmes, elle peut être redoutable, parce qu'à la fois, elles ont les armes de l'émancipation, et puis en même temps, elles continuent de pratiquer comme si elles étaient dominées aussi. Alors pour les hommes, c'est un défi. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour changer ces mentalités? Est-ce que les lois sont nécessaires, Je pense suffisantes? que c'est absolument important. Les lois sont un passage obligé. Parce que, on l'a bien vu par exemple avec la réforme de la Moudouena. La réforme de la Moudouena, à la fois, elle a répondu à un mouvement de la société, à la fois, elle a accéléré un mouvement de la société. C'est à peu près clair. C'est ce qu'on dit aussi, les lois précèdent souvent les mentalités. Soit elles découlent de transformations sociales tellement importantes qu'en fait les anciennes lois tombent d'elles-mêmes en poussière, soit elles précèdent effectivement les mentalités et elles sont un peu visionnaires sur les évolutions, mais les évolutions en général sont déjà entamées. Mais au Maroc, il y a quand même pas mal de résistance. Hein. Si par exemple on prend l'exemple de la peine de mort en 1981 par Badinter, quand il y a eu un sondage, il y avait plus de 60 ou 70% des Français qui étaient contre. Et pourtant, la loi est passée. Donc, il y a des moments aussi, il faut aussi imposer des choses. Quand, pour la réforme de la Moudouena en 2004, c'était pareil. Vous avez quand même eu des manifestations avec des millions de gens dans la rue, et majoritairement des femmes. Mais il y a eu aussi un mouvement qui était très important, qui était contre. Et donc, on a eu un code qui aujourd'hui a 18 ans et qui est considéré un petit peu comme obsolète par une grande partie de... Voilà, non, mais il est obsolète, là. Il faut effectivement réformer la loi sur l'héritage, et la philosophie, l'esprit même. Voilà, mais bien sûr, c'est évident. L'esprit du code. C'est évident, oui, c'est évident, mais ça viendra. La Qawama, c'est-à-dire justement cette notion de domination doit disparaître. Oui, complètement. On a eu l'obéissance qui est partie, mais ça reste quand même... Ça reste en sous-main. Donc, et est-ce que vous pensez que, justement, on a plus intérêt à rester célibataire pour être une femme libre? C'est une bonne question. Pour pouvoir faire ce qu'on veut? Je sais pas trop. Après, ça si on est autonome aussi financièrement, hein, s'entend. Peut-être que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent moi, je sais pas, ça ne m'intéresse pas, par exemple, de me marier parce que finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, mais bon, après, il y a quand même la question des enfants. Et oui, il y a la question de la maternité qui se pose pour les femmes. Mais est-ce que la maternité est quelque chose un passage obligé pour toutes? Pas pour toutes, mais beaucoup de femmes désirent être mères. Et donc, et on a des lois qui, malheureusement, aujourd'hui, invalident les enfants illégitimes, vous le savez. Hein, ils n'ont pas d'existence sociale. Ce sont les enfants qui sont punis. C'est les enfants qui sont punis, absolument. Voilà. Donc ça aussi, il faut que ça change. C'est-à-dire que pour que toute la société puisse bouger, pour que les hommes puissent avancer aussi, pour qu'ils ne soient pas prisonniers de ces modèles qui sont complètement éculés et qui, en fait, leur font du mal. C'était un peu le but de ce roman. Le fait de rendre Smaïl finalement assez sympathique. Hein, finalement, on peut s'y attacher à cet homme-là. Il n'est pas si odieux que ça. Il n'est pas méchant. Hein, non, pas du tout. Il n'est pas parti parce qu'il est méchant. Il est parti parce qu'il a cru bien faire, en fait. Il a cru que la meilleure façon de partir, c'était de partir avec cette forme de lâcheté terrible qui faisait que... Cette violence, en fait, qui faisait que, finalement, le retour n'était plus possible. Donc couper court. Oui, il a fait ce qu'il savait faire, c'est un chirurgien. Oui. Il coupe, donc il a coupé. Hein, voilà, il a fait ce qu'on lui a fait aussi. Hein. On lui a enlevé son père quand même. Oui. Donc voilà, il fonctionne par disparition. Et en réalité, c'est un personnage qui apparaît plutôt comme lui aussi partiellement une victime. Hein, d'un milieu, d'une éducation, d'un pays, d'un moment de l'histoire aussi. Donc cette ambivalence, cette complexité en fait. La littérature, c'est pour moi le territoire de la complexité. Exact.
Oui. En tout cas, vous écrivez très bien, Yasmine Chamy. Merci. Pour revenir aux lois, justement, et la réforme, donc il y a le Code de la famille, bien entendu, qui doit être revu, mais il y a aussi le Code pénal, qui pose un grand problème, notamment les articles liberticides. Il y en a quelques-uns. L'article 490, par exemple, qui, jusqu'à aujourd'hui, interdit les relations sexuelles entre adultes, majeurs et consentants. J'insiste sur ça. C'est un vrai problème. Voilà. Et puis, à côté, le viol n'est pas souvent puni comme il devrait l'être. En fait, la sexualité... alors là, on a aussi la dimension religieuse du code. Hein, vous voyez, on a une superposition de... On a une stratification... La société marocaine est stratifiée, en fait. Hein, et donc, son système juridique aussi est stratifié. Et on a à la fois... On a un code pénal qui en fait, est aussi inspiré de lois religieuses non réinterprétées à l'aune de la modernité. Mais il date fin des années 50. Hein. Oui. C'est quelque chose que nous ont laissé les Français. Oui, mais bon, la France dans les années 50 n'était pas précisément... Très moderne. Oui, voilà. Hein, donc la France a évolué. Et nous sommes restés coincés, figés dans un temps qui n'est plus en réalité, qui ne peut plus être. Mais il y a ce fait religieux. Cette loi, alors la loi 490, elle est d'autant plus embêtante que, en fait, elle met de fait les Marocains hors la loi. Tout à fait. C'est-à-dire que tous les Marocains sont hors la loi. Parce que, en réalité, personne ne peut vivre. Hein, c'est très compliqué. Surtout que l'âge de mariage aujourd'hui, pour les femmes, est de 29 ans. Oui, il est à 29 ans. Pour les garçons, il est à 32. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer qu'une jeune femme reste jusqu'à 29 ans sans avoir eu des histoires. L'amour. Voilà, c'est impossible. Donc, en fait, de fait, il y a une très grande hypocrisie et ça met toujours les Marocains et les Marocaines dans une situation d'infantilisation, en fait. Hein, c'est-à-dire où on se cache, pas vu, pas pris. Oui, voilà, pas vu, pas pris. Mais ça détourne aussi le rapport à la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment que c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce que pas vu, pas pris pour les feux rouges, pas vu, pas pris pour les impôts, pas vu, pas pris pour la sexualité, pas vu, pas pris pour... Oui. Et donc, en fait, après, on s'étonne d'avoir des gens qu'on accuse de ne pas être civiques, de ne pas suivre les règles. Et quand les règles, on ne peut pas les suivre elles sont sans se mortifier. Oui, trop liberticides. Oui, il y a plus de c'est règles. une mortification. Donc, en fait, après, c'est tout le rapport à la loi qui est mal vécu. Donc, je reviens à ma question sur la liberté, Yasmine, vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire Est-ce qu'une femme autonome, célibataire, est plus libre dans nos sociétés qu'une femme mariée, à part, sans évoquer l'histoire de la maternité, qui est évidemment quelque chose qui est importante. Alors, pour moi, c'est très important, c'est personnel. Oui, bien sûr, non, mais c'est une grande joie. Mais l'instinct maternel, aujourd'hui, n'est pas partagé par toutes les femmes. C'est pas l'instinct maternel, c'est pour certaines femmes l'impératif de la maternité. C'est un impératif intérieur, en fait. Hein. C'est tomber enceinte, c'est tout. C'est porter, c'est mettre au monde, c'est aimer, c'est voir croître, c'est l'amour, c'est accompagner. Oui, voilà, c'est l'amour pur. C'est une expérience, une expérience d'intimité de l'altérité, j'ai envie de dire, qui est irremplaçable pour moi. Oui. Voilà. Après, en tout cas, c'est très beau, et ça l'est pour beaucoup de personnes, de toutes les façons. Oui, et puis être père aussi. Absolument. Voilà, c'est une très grande expérience pour un homme de devenir père. Les hommes s'attachent quand on met au monde un enfant. Mais c'est leur chair. C'est leur chair aussi. Oui. Attention. D'où le titre, c'est ça? Mais bien sûr. Dans sa chair. Mais oui, il est atteint dans sa chair par en fait le regard que ses enfants portent sur lui. C'est un homme qui aime ses enfants, qui aime sa famille au fond, et qui en fait dans ce moment où il se choisit, ne réalise pas à quel point les liens que sa femme a tissés avec ses enfants sont puissants, et à quel point le fait de s'exclure de leur vie l'exclut de fait. Il s'est aussi rendu compte que sa liberté, finalement, n'était pas si grande, parce que c'est un renoncement. Bien sûr, mais oui. En fait, il fait une expérience de maturité tardive. C'est quoi pour vous la liberté, Yasmine Chamy? D'abord, l'espace intérieur, de s'accueillir et de s'accepter. Et c'est un long chemin. Hein, avec les ambivalences qui nous façonnent, les contradictions, mais aussi les blessures, les deuils, les pertes. Hein. Et puis, c'est ne plus avoir besoin de l'approbation d'autrui pour exister. Être adulte, majeur. C'est la liberté, oui. La liberté, c'est un chemin d'autonomisation pour moi, de construction de soi dans le monde aussi. Hein. Et alors après, bien sûr, la liberté, elle est aussi portée par un contexte politique et social, c'est évident. Mais elle implique aussi la responsabilité. Elle implique un cheminement intérieur qui permet en fait de devenir pleinement conscient de ses responsabilités.
bien sûr. Et vous, Yasmine, alors, vous vous sentez comme une femme libre ou pas? Ah oui, je suis une femme libre, oui. Dans votre quotidien, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle? Je me sens comme une femme libre, parfois contrariée. Qu'est-ce qui vous contrarie alors? Ce qui me contrarie, ce sont des contextes dans lesquels une parole de vérité est compliquée. Voilà, je trouve que nous sommes dans une société où la parole de vérité est complexe. On peut agir. En fait, notre pays est complexe parce qu'on peut agir, mais pas toujours dire ce qu'on fait. Oui. Il y a une forme d'hypocrisie aussi qui est maintenue. Oui, mais sur tous les plans, que ce soit au plan personnel, que ce soit au plan politique. Je vais plus loin. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait plus de place pour une vraie diversité. Nous l'espérons tous, hein, c'est le socle pour une société idéale. Ou en tout cas vivable, même pas idéale. Je dirais vivable. Oui, vivre ensemble. Oui, une communauté en fait. Pour fonder une communauté, il faut que tout le monde puisse exister et que tout le monde puisse être reconnu. En tout cas, Yasmine, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre aux questions de Horatz. Merci Aïcha. C'était un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour un prochain roman. Inch'Allah, j'espère aussi. Je rappelle que vous êtes enseignante, vous êtes écrivaine, vous avez publié plus de 4 livres, ce qui est génial, hein, parce que c'est pas toujours évident. Le dernier, donc, Dans sa chair, à lire, vraiment, je le recommande. On est très vite pris dans l'histoire d'Ismaël, c'est vraiment super. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, j'espère que ce nouvel épisode de Horatz vous a plu et convaincu. Vous pouvez le voir et le revoir sur les réseaux sociaux de M24. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personne et une autre thématique. Bonne continuation des programmes sur M24.